Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau débrief. J'espère que vous allez tous bien de là où vous regardez cette vidéo. Moi je vais bien, mais un peu moins depuis que le Mali est éliminé. Ce soir, la Côte d'Ivoire a éliminé le Mali tout au bout du suspense et c'était un match vraiment fou. Dès le début du match, on savait qu'on allait avoir un très bon match. Il y avait eu un penalty dès les premières minutes, un penalty qui n'a pas été accordé aux Maliens pour soi-disant un hors-jeu. Mais moi, à mon humble avis, je dis qu'il y a vraiment pénalty sur cette action parce qu'il y avait un joueur ivoirien qui a dévié le ballon. Et au moment où le joueur ivoirien avait dévié le ballon, ça a mis le joueur malien qui a été signalé en hors-jeu après dans le jeu. Je comprends vraiment pas cette règle et ça s'est vraiment joué à l'interprétation de l'arbitre parce que c'est la première fois que moi je vois ça. Pour moi, dès que le joueur adverse dévie le ballon, il y a pénalty. Et après, le Mali a poussé, ils se sont fait justice à eux-mêmes parce que quelques minutes plus tard, ils ont eu un pénalty et là vraiment indiscutable. Un pénalty qu'ils n'ont pas pu transformer, qui avait été tiré par Adama Traoré. Kousounou, un joueur que j'aime beaucoup, avait là-bas provoqué le pénalty et avait eu un carton jaune. J'aurais pas aimé que ça tombe sur lui, mais juste après encore, il se fait piéger par Sinayoko qui met un joli dribble, un crochet à la FIFA si je peux le dire, et il prend un autre carton jaune qui pénalise son équipe. Qui pénalise son équipe parce que ça a fait carton rouge à la fin. À partir de ce moment, j'ai vraiment eu peur pour les Maliens parce que je pensais qu'ils allaient sortir de leur match parce que mentalement ils se sont un peu dispersés. Ils étaient tous sur l'arbitre pour qu'il aille regarder pour qu'il parte regarder la VAR et accorder le penalty. On a bien vu Amari Traoré qui a été très agité sur le coup. Je pensais vraiment qu'il allait sortir de ce match parce que c'est le capitaine de l'équipe en fait, il ne doit pas donner cet exemple. Mais après ils se sont gérés, ils ont continué à jouer malgré le penalty raté, ils ont continué à jouer. Et sur le dispositif tactique, on a bien vu comment Eric Sékou voulait jouer parce qu'il avait 5 joueurs axiaux et le Mali il jouait que par des combinaisons et ça tournait bien au milieu de terrain. Et nous allons y revenir parce qu'après il a dû faire entrer des excentrés. Les Ivoiriens, eux, ont dû courir sans ballon parce que au milieu de terrain, le Mali produisait un beau jeu. Ils étaient dans la gestion, ils faisaient tourner le ballon et avec de bons milieux de terrain, ça ne peut donner qu'un bon jeu et fatiguer l'équipe adverse. À partir du carton rouge, Emers Faé a décidé de jouer en 5-3-1. C'était plutôt étonnant. Moi, je m'attendais plus qu'il jouait à un 4-4-1. C'est ce que les entraîneurs ont l'habitude de faire sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur et jouer en 4-4-1 tout au fil du match. Mais désolé. Emers Faé, il a décidé de jouer en 5-3-1 avec un Max Alain Gradel en piston gauche. Et en phase offensive, on retrouvait une Côte d'Ivoire plus en 5-3-1 mais plutôt en 3-5-1 et on voyait bien qu'ils se sont basés sur les contre-attaques tout en essayant de gérer leur phase défensive. Je dirais que c'est un bon choix de Emers Faé parce que du côté le Mali il a dominé, ils étaient vraiment dans la gestion même s'ils n'ont pas pu concrétiser leur temps fort et je dirais que c'est là-bas que les Maliens ont failli parce qu'ils étaient plus dans la gestion, ils n'ont pas su concrétiser leur temps fort. Il y avait de bonnes séquences de balles, le ballon tournait bien, mais le plus important aurait été de marquer et se mettre en sécurité. C'est un peu comme le Sénégal, ils ont marqué en tout début de match et juste après avoir marqué le but, ils ont laissé la Côte d'Ivoire faire leur jeu. Mais non, je pense que pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, vous devez vraiment essayer de marquer au maximum et après rentrer dans la gestion du match. La Côte d'Ivoire, elle, de son côté, a fait les efforts qu'il fallait, même s'ils avaient un jeu un peu brouillon, si je peux le dire, un jeu un peu brouillon quand ils récupéraient le ballon et qu'ils essayaient de jouer en contre-attaque. Mais malgré ça, ils ont vraiment fait preuve de résilience. Et à un moment, j'avais même oublié qu'ils étaient en infériorité numérique parce qu'ils ont vraiment fait preuve de résilience et ils ont tenu contre les Maliens, même s'ils subissaient beaucoup. Les Maliens, eux, ont beaucoup de bons milieux de terrain très techniques qui jouent vraiment, qui ont un très bon jeu balle au pied. Mais en fait, je trouve qu'il manquait de combativité. Après, Yves Bissouma a fait son entrée. D'ailleurs, Yves Bissouma, il m'a beaucoup déçu durant cette compétition. À un moment, il s'est même retrouvé sur le banc durant la deuxième partie de la compétition. Quand il est rentré, il aurait dû faire preuve de plus de combativité. Et c'est ça aussi qui a
failli du côté de l'équipe malienne. Et je pense que c'était aussi un point faible du côté de l'équipe malienne. Malgré cela, l'équipe ivoirienne subissait beaucoup et il courait beaucoup aussi. En ce moment, le pays hôte était menacé et en danger, même si ils arrivaient quand même à faire l'exploit sans encaisser de but. Mais après, je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de la vidéo et j'en ai peut-être abusé, mais le Mali, ils étaient vraiment dans la gestion. Et en ce moment, comme ils avaient un jeu basé dans l'axe, en ce moment, Eric Sékou-Chel a fait le choix de faire entrer deux joueurs excentrés, à savoir Fofana et le buteur Dorges Néné, qui est d'ailleurs ivoirien et qui n'a pas célébré quand il a marqué. Et il s'est avéré un choix payant parce que juste quelques minutes après, c'est ce dernier Dorges Néné qui a marqué un beau but d'ailleurs. En ce moment, quand la Côte d'Ivoire avait encaissé le but, ils sont à la 71e minute, il restait encore 20 minutes avant la fin du temps réglementaire. Ils se sont mis à pousser et petit à petit, ils sont montés en puissance tout au fil du match jusqu'à ce qu'ils marquent à la 87e minute. Encore une fois par un entrant, Adingrad, qui venait tout juste de rentrer. Et ça s'est avéré un choix payant pour Emers Faye, qui venait tout juste de faire entrer Adingrad et qui a touché et qui a mis un but juste après avoir touché. Je pense que c'était son premier ballon. Non, c'était son deuxième ballon et il a mis un but. Et en ce moment-là, le Mali était plus sous pression que la Côte d'Ivoire. Parce que déjà, la Côte d'Ivoire, ils avaient le public qui les poussait. Et ils savaient qu'ils n'avaient rien à perdre et que même s'ils allaient en prolongation, c'est eux qui avaient tout à gagner en fait. Parce qu'ils revenaient de loin. Et Emers Faye nous montre encore que c'est sûrement lui l'homme de la situation parce qu'il a encore prouvé qu'il pouvait faire des bons choix. Il a fait les bons choix tout au fil du match. Déjà par le dispositif tactique qu'il avait mis en place tout au fil, juste après avoir concédé un carton rouge, le fait de jouer dans un 5-3-1 avec un Max Alain Gradel comme piston gauche et aussi sur les changements. Il a encore fait de bons changements, il a fait rentrer les bons joueurs au bon moment. Et Haller aussi qui fait une bonne entrée juste à la deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps et qui a fait beaucoup de bien à l'équipe ivoirienne en fait. Les gens seront peut-être pas d'accord avec moi parce que je pense que Eric Sékou-Chel aussi a fait de bons changements, il a fait les bons choix. C'est juste que j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens pointer du doigt les choix que le sélectionneur malien avait fait, mais je pense que il a fait les bons choix et qu'il n'aurait pas pu faire autrement en fait. Le moment où il était toujours dans la gestion du match et qu'il avait remarqué qu'en jouant dans l'axe, son équipe n'arrivait pas à concrétiser, à se créer beaucoup plus d'occasions et surtout être juste dans les derniers gestes. Il a fait rentrer deux excentrés, ce qui a fait beaucoup du bien à l'équipe malienne qui a commencé à jouer sur les côtés et ils se sont créés plusieurs occasions. Ils ont marqué le but juste après. Et après, si j'ai bonne mémoire, il a fait les changements à la 86e minute, en tout cas juste avant d'encaisser le but. Mais je me dis que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en ce moment? Il a 3 minutes du temps réglementaire, il gagne. Ces joueurs ont beaucoup puisé dans leur énergie. Le meilleur choix était, je pense, de reculer et de défendre un peu plus qu'avant. Et ce n'était pas le moment en fait de perdre un ballon devant et de se faire prendre par une contre-attaque derrière. Parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire, ils n'avaient rien à perdre. Ils allaient vraiment jouer le tout pour le tout. Même s'ils n'avaient pas marqué le but en ce moment-là, ils allaient vraiment jouer le tout pour le tout jusqu'à la 90e minute. Et moi je comprends le choix du sélectionneur de faire sortir un attaquant et de faire rentrer un défenseur et d'avoir une ligne défensive à 5 et de faire rentrer aussi un autre milieu défensif pour vraiment plus condenser son bloc défensif. À la fin de cette analyse du match Côte d'Ivoire-Mali, je me dis que le Mali n'a pas démérité et je pense que le Mali a dominé pendant tout le match, mais c'est la loi du foot en fait. La logique veut que celui qui marque le plus de buts passe. Le Mali a dominé mais n'ont pas su marquer plus de buts. Le Mali mérite, je pense, à mon humble avis, mérite légèrement plus que la Côte d'Ivoire de passer, mais ça sera pour une autre fois. C'est vraiment triste pour les Maliens. Et moi aussi, je suis triste, si vous l'avez remarqué, je porte toujours le maillot du Mali.
Et c'est vraiment triste pour eux. Et la malédiction ne fait que continuer en fait pour le Mali qui n'arrive toujours pas à gagner son voisin, à savoir la Côte d'Ivoire, dans cette compétition. Le Mali, c'est une équipe que j'adore beaucoup. Moi, j'aime les appeler les Brésiliens de l'Afrique parce que ils sont vraiment bons techniquement, balle au pied. Et j'espère que cet énième échec ne va pas les rendre, ne va pas être un traumatisme pour eux. J'espère qu'ils vont vraiment s'en servir pour revenir à la prochaine CAN et montrer vraiment de quoi ils sont capables et de ne pas nous décevoir et décevoir le peuple malien encore une fois. Et il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont débuter bientôt. Je pense que Eric Sékou Chel est toujours l'homme de la situation au Mali qui doit rester préparer cette équipe pour la prochaine Coupe du Monde. Ils sont actuellement deuxième de leur groupe dans les qualifications et ils ont vraiment toutes les chances de leur côté pour pouvoir se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. À savoir que le Mali ne s'est jamais qualifié pour une Coupe du Monde. La dernière fois, ils ne se sont pas qualifiés. Ils ont joué une double confrontation contre la Tunisie. Ils avaient dominé tous les deux matchs, mais à la fin, ils ne se sont pas qualifiés parce qu'ils avaient perdu le match aller 1-0. Ils ont fait un 0-0 en Tunisie. Dans l'ensemble des deux matchs, le Mali méritait plus que la Tunisie de passer. Le Mali, c'est une très bonne équipe. J'espère qu'ils vont revenir encore plus fort. De l'autre côté, j'aimerais féliciter l'équipe ivoirienne. Et je pense que là, en fait, personne ne peut leur barrer la route. Et si je peux donner un conseil à leur prochain adversaire, ils vont jouer qui? L'Afrique du Sud? Non, ils vont jouer la RDC. Et si je peux vous donner un conseil, ne marquez pas en premier. Ne marquez pas en premier, sinon vous allez perdre. Là, je vais sortir un peu du contexte terrain. Et bon, oui, ça s'est passé pendant le match, mais oui, ça s'est passé après le match. En fait, c'était le geste de Amari Traoré que j'avais pas du tout aimé. Je pense que ce genre de geste n'est pas du tout à voir sur un terrain de football. Et d'autant plus je pense qu'elle n'est pas justifiée en fait. Je pense qu'il n'y avait aucune raison de venir agresser l'arbitre. On a bien vu ça. En fait, c'est comme s'ils voulaient en venir aux mains. Ils ont vraiment agressé l'arbitre. Et à un moment, on voit l'arbitre qui pousse Amari Traoré. Ça, je ne l'ai jamais vu dans le monde du foot. Et ça prouve vraiment que l'arbitre s'est senti menacé en ce moment et qu'il était vraiment obligé de le pousser. Le pire est que cette action n'était pas justifiée en fait. Je pense que ce genre de gestes ne doivent pas être sur un terrain de football. Et après aussi, on voit Mohamed Kamara, le milieu défensif, qui lui était même en tribune parce qu'il était forfait. Après, il descend sur le terrain et on le voit aussi crier sur l'arbitre. Et je comprends que là-bas, ils étaient pas du tout lucides vu ce qui s'est passé pendant le match, vu comment ils ont perdu le match. Mais Amari Traoré, en fait, ne doit pas donner cette image à ses joueurs parce que c'est un joueur très expérimenté. Il joue actuellement au Betis Séville et il a joué pendant de longues années au Stade Rennais. C'est un joueur très expérimenté, capitaine de cette équipe. Il ne doit vraiment pas donner cette image à ses joueurs et surtout aux enfants et aux fans de foot qui regardent les matchs à la télé ou bien aux spectateurs même qui sont dans les stades. De l'autre côté, un peu plus tard dans la soirée, on a eu droit à un très bon match entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Deux équipes qui faisaient vraiment un jeu égal. Chacun a eu son temps fort pendant le match. Personne n'a su concrétiser son temps fort. On avait deux bonnes équipes qui faisaient vraiment un jeu égal. Un match qui, jusqu'à la fin du temps réglementaire, s'est terminé par un 0-0. Et je pense que ce match a été vraiment le match des gardiens de but. Ils nous ont sorti de très belles parades pendant le jeu. Et à la fin du temps, pendant les tirs au but, on a un gardien sud-africain qui a vraiment assuré. Il a arrêté 4 tirs au but sur 5. Et sur le 5e tir au but qu'il n'avait pas pu arrêter, il est allé du bon côté. Il était à 2 doigts de l'arrêter. Il a été vraiment incroyablement bon. Et ça peut être qu'une bonne chose pour l'Afrique du Sud, pour la suite de la compétition. Ils doivent se frotter au Nigeria. De l'autre côté, on a un très bon gardien de but qui va se frotter au Ballon d'Or africain et sûrement le meilleur attaquant africain en ce moment, à savoir Victor Osimhen. Et oui, je voulais vous faire la précision aussi que c'est le record.
jamais dans une compétition continentale, au tir au but, un gardien avait arrêté 4 tirs au but dans la même séance. C'est Williams, un gardien qu'on connaît très bien en Afrique par les performances qu'il fait déjà avec son club, le Mamelodi Sundowns. Et je voudrais préciser aussi que en fait, cette équipe de l'Afrique du Sud, je pense qu'elle sera quand même un vrai problème pour le Nigeria. Parce qu'ils ont vraiment une ossature qui vient du Mamelodi Sundowns. La ligne des quatre défenseurs de l'Afrique du Sud, ils sont tous issus du Mamelodi Sundowns. En plus du gardien. Donc, ça veut dire que ce sont des joueurs qui se connaissent déjà très bien et qui peuvent même jouer ensemble les yeux fermés en fait. Et même, en fait, même le milieu défensif qu'il y a devant Mokoena qui a été extraordinaire contre le Maroc, lui aussi joue au Mamelodi Sundowns. Et je sais que c'est un club qui n'est pas beaucoup aimé en Afrique parce que c'est le club de Richard en fait. C'est le club de Patrice Motsepe, le président de la CAF, le milliardaire sud-africain. Et en fait, le Mamelodi Sundowns est beaucoup comparé au PSG ou bien à Manchester City parce que c'est le club de riches, ils se payent un peu tout ce qu'ils veulent, les joueurs qu'ils veulent et tout. Et c'est pour ça que les Sud-Africains n'aiment pas trop ce club, ils sont beaucoup critiqués. Et déjà là, l'Afrique du Sud, ils ont accompli leur compétition. Même s'ils sortent, l'objectif est déjà atteint. Et ça va peut-être redorer l'image du club, le Mamelodi Sundowns, et il sera peut-être moins détesté en Afrique du Sud. Parce que la plupart de ces joueurs qui font une bonne compétition, une très belle compétition en ce moment, sont issus de ce club. La famille, c'est tout pour aujourd'hui. On se capte pour un nouveau débrief. Je ne suis pas sûr de vous proposer un débrief pour les demi-finales qui vont se jouer mercredi prochain. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous proposer des débriefs, mais on reste en contact. Abonnez-vous, likez et je suis très content des retours que vous m'avez fait sur les dernières vidéos. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!